Donc, c'est le temps de la dernière conférence de cette édition du Secure. Donc, je vous présente Cédric Thibault de chez KPMG qui va nous parler de AWS sous attaque. Et là, je m'apprêtais à prendre le micro. J'oubliais que j'en avais un sur moi. C'est formidable, la technique. Bonjour à tous. Je prends le petit bidule. Donc, dernière session, je sens bien que vous êtes plein d'énergie, c'est comme si vous commenciez votre journée, vous n'êtes pas du tout fatigué. On va essayer de mettre un petit peu justement d'énergie là dans ce talk. Je vais également parfois vous interroger, puis n'hésitez pas justement, si vous voulez lever la main comme à l'école, allez-y. Et puis on peut vraiment prendre ça comme une interaction, comme un échange, ça va être plus sympa. Et puis ça va nous réveiller. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une belle transition avec la présentation juste d'avant sur la gestion de crise, Alexandre. Justement, il nous disait qu'il faut être prêt. Là, dans le cas présent, on va avoir quelqu'un qui n'était pas prêt, qui a eu un incident, et puis on va travailler un petit peu ensemble pour voir comment réagir sur cet incident dans AWS. Donc, on va avoir une petite mise en situation, des constats justement sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre ce qui s'est passé comme incident. On va revenir sur les fondamentaux, c'est comme un petit peu intéressant de rappeler qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cet incident. Puis enfin, on va parler des enseignements. Ce ne sera pas philosophique, je vous rassure, hein, ça va quand même rester assez pratique. Mais c'est quoi la bonne façon de faire de la sécurité dans l'info nuagique? Je commençais à parler très vite pour vous mettre un peu d'énergie, je vais ralentir un petit peu après, je vous rassure. Moi, effectivement, Cédric Thibault, je suis associé chez KPMG. KPMG, c'est connu, c'est un grand groupe, ça fait partie de ce qu'on appelle les Big Four avec EY, Deloitte, PwC. C'est pas forcément très connu encore pour la cybersécurité et pourtant c'est une très grosse équipe au Québec notamment et au Canada. On a 10 associés au Québec qui s'occupent de différentes facettes de la cybersécurité, plus de 300 employés, donc rien que pour le marché du Québec. Et puis une offre de service qui couvre autant de la détection et réponse, donc ce qu'on appelle du SOC ou de l'offre MDR, que de la réponse aux incidents, du conseil et évidemment de la sécurité infonuagique parce que c'est ma spécialité. C'est ce que je fais chez KPMG. Je dirige en fait une équipe vraiment focusée sur la sécurité infonuagique. On couvre les 3 gros providers, AWS, Azure et GCP, ainsi qu'une offre Modern Workplace avec M365. Et puis, petite aussi originalité, on est en train de monter très très fort en ce moment sur l'aspect Kubernetes, qui est en fait une plateforme pour les conteneurs qui prend de plus en plus de place. La slide avance, c'est juste pour dire que j'étais vieux en fait. Donc c'est pour ça que je préférais pas trop la détailler. Voilà. Alors, la mise en situation. Donc, laissez-moi vous présenter Jeff. Jeff, ça aurait pu être généré avec ChatGPT, mais c'est pas le cas. Jeff, c'est un jeune analyste. Il vient de commencer son travail. Il est analyste cybersécurité. Il vient de rentrer dans une nouvelle entreprise. Alors, on se met en situation. Il est chez le RH, en train de signer son contrat. Et là, il y a son directeur TI, son nouveau directeur, qu'il ne connaît pas encore, qui rentre en furie dans le bureau pour lui demander de l'aide parce qu'ils viennent de découvrir un incident dans AWS. Premier jour. Waouh, c'est top. Jeff, il ne connaît pas encore l'infrastructure, il ne sait rien. Il vient d'arriver. Par contre, Jeff, il est quand même bien allumé sur AWS. Il a un certain background, il a quand même des bons réflexes. Et puis, en fait, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va aider Jeff ou pas? Non. Ouais, on va l'aider là. On va essayer de l'accompagner, quoi. Je veux dire, Jeff, on va pas le laisser seul dans son aventure. Donc, le premier constat, en fait, les premiers constats, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans AWS? Donc, il n'était clairement pas préparé à la gestion de crise. C'est très belle continuité du précédent talk. Et puis, l'administrateur précédent, qui s'appelle Cédric, qui avait créé un accès quand même à Jeff, avait mis en place une infrastructure. Il n'était pas très bon, Cédric.
qui en fait était constitué d'une instance, d'un serveur, donc une base de données. Puis ce qu'il y avait de particulier, c'est que dans cette base de données, il y avait un mot de passe ultra top secret qui était utilisé par plein de comptes dans l'entreprise, donc vraiment un secret très, très sensible. Et puis ce secret vient d'être retrouvé sur le dark web, donc a priori quelqu'un a réussi à accéder à la base de données. Donc imaginez, vous arrivez à AWS, là on vous dit, ah bah ok, on vous donne un document papier, une architecture papier, donc, qui ressemble à ça, et on vous dit, bah, a priori, la base de données, elle a été compromise. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de valider qu'est-ce qui s'est passé, trouver qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer de comprendre comment on peut remonter le fil de l'histoire. Déjà, première petite question, vous voyez, ça c'est l'architecture papier, on va la valider, on va vérifier que c'est effectivement ce qui est en place. Première question, est-ce que d'après vous, elle répond aux bonnes pratiques? Donc là, vous voyez, le cadre vert, c'est un réseau public, cadre bleu, c'est un réseau privé dans lequel on a la base de données avec un load balancer, c'est l'icône ronde au-dessus. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller là? Qui c'est qui pense qu'elle répond aux bonnes pratiques? Levez la main. Donc vous savez tous qu'elle ne répond pas aux bonnes pratiques? Incroyable, vous êtes trop fort. Elle semble répondre aux bonnes pratiques. Elle est pas mal quand même, cette architecture. Cédric n'était pas si mauvais que ça. Enfin, je veux dire. Oui, on retrouve typiquement la base de données dans un réseau privé, ce qui semble, on va le vérifier là, mais ce qui semble la protéger d'une exposition involontaire sur Internet. Bon point. On retrouve un load balancer, ce qui est toujours plutôt une bonne recommandation dans AWS. Ce qui n'est pas forcément utile, c'est que l'instance, elle se trouve dans un réseau public. Dès l'instant où on a un load balancer, on n'a pas besoin de mettre l'instance dans un réseau public. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette instance, elle a une adresse IP publique. Ça veut dire qu'elle est potentiellement accessible depuis Internet. Et pas que son serveur web. Ses ports d'administration, ces différents ports système sont potentiellement accessibles depuis Internet. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie dans une architecture selon les bonnes pratiques de AWS. Une instance devrait en réalité jamais avoir d'IP public. Ça, on ne le sait pas, là, mais c'est le cas. Elle devrait toujours être dans un réseau privé. Et puis, c'est juste le port qu'on veut exposer sur Internet qui est exposé via un load balancer. Donc, ça permet quoi? Ça permet d'éviter qu'on ait des services d'administration qui se retrouvent exposés sur Internet par erreur. Bon, là, on va donner une petite note 8 sur 10 pour Cédric. Ce n'est pas parfait, il aurait pu mieux faire, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais ça, c'est la théorie. Maintenant, on va vouloir le valider un petit peu. Donc, comment on va faire pour valider que cette architecture, parce que Jeff, il vient d'arriver, hein, je vous rappelle, hein, il ne connaît pas encore l'environnement. Donc, comment on va valider que c'est effectivement ce qui est mis en place? On va se faire quelques commandes. Alors, avec AWS, la réalité, c'est que vous avez plein de façons de travailler différentes. Vous pouvez travailler en console. C'est un peu la façon de travailler, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Qui est très efficace quand c'est une petite charge de travail, quand c'est quelque chose d'assez contenu. Vous avez un compte, vous avez quelques instances. À la limite, vous embêtez pas. Prenez la console, ça va aller, c'est efficace. Par contre, la réalité, c'est que dans l'info nuagique, c'est un peu comme dans les années 90. Là, je compare souvent ça. Ouais, c'est là où on revient à ma slide où on voit que je suis vieux. Là. Quand on a vu l'arrivée des VMware, des ESX en entreprise. Du jour au lendemain, on est passé d'un modèle bare métal des serveurs à un modèle virtuel. Et là, ça a fait quoi? Ça a fait qu'on a multiplié les machines virtuelles. On a multiplié les serveurs à gérer, à sécuriser. On ne les a pas gérés, on ne les a pas sécurisés, bien souvent. D'ailleurs, on a mis du temps avant de commencer. Avec le cloud, avec AWS et Azure et avec tous les cloud providers, c'est souvent la même chose. Au début, quand on commence à y aller, c'est un petit peu, on découvre, on essaye de comprendre, c'est un petit peu lent. Puis à un moment donné, il y a une phase d'accélération où là, on se dit « Waouh, c'est facile, c'est génial. » Tu sais, un one-click, on déploie un serveur, c'est trop facile. Et puis, on n'a pas le sentiment que ça nous coûte quoi que ce soit parce que c'est pas comme dans VMware où tu as le nombre de CPU, tu as le nombre de mémoire de ton serveur bare métal. Là, tu n'as pas de limite. Tu peux toujours en faire plus. Donc, la réalité, c'est que dans les entreprises qu'on accompagne, qui sont en migration, très souvent, on se retrouve avec des environnements, par exemple dans AWS, où on ne gère pas un compte AWS. L'entreprise gère, la réalité c'est au minimum une vingtaine de comptes,
bien souvent, on se retrouve à 60, 80, 200 comptes AWS, dans chacun desquels vous avez plusieurs dizaines ou plus de serveurs. Donc là, vous vous retrouvez en mode console hyper limité, parce qu'une console, quand vous ouvrez la console, vous êtes dans un compte AWS. Il faut aller dans un autre compte, il faut ouvrir une autre console. Enfin, je ne sais pas si vous mettez un peu, vous imaginez ça, là, c'est ingérable. Donc c'est là où, quand vous commencez à grandir la taille de votre workload dans l'info nuagique, la ligne de commande, l'automatisation, ça vient vraiment vous aider parce que vous pouvez interroger un ensemble de comptes ou de ressources beaucoup plus facilement. Donc, petit conseil, c'est gratuit, coûte pas cher. Vous avez des outils qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent vous aider comme Leap. C'est un produit gratuit en plus, donc je vous invite à le découvrir, qui va vous aider à gérer toutes vos connexions justement cloud, autant Azure, AWS ou autre, dans un petit outil très très simple. Donc vous allez pouvoir alterner, changer les comptes, la connexion à la volée de façon très simple. Et vous allez pouvoir ensuite travailler dans votre terminal. Donc avec, pour AWS, un utilitaire qui s'appelle AWS CLI, qui est fourni par AWS, qui permet d'interroger l'API de AWS. On va voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc moi, Jeff, on revient dans le scénario, il va aller vérifier, soi-disant la base de données, elle n'est pas exposée sur Internet. Est-ce que j'en suis sûr? Pas tant. Alors si je me connecte sur mon terminal, vous allez voir, je vais un petit peu agrandir encore. Ouais, c'est petit, hein. Vous avez un autre écran là-bas éventuellement. Si j'exécute la première commande, en fait, j'ai un peu triché là, parce que je suis comme ça. Describe RDS. Je vais donc, avec cette première commande AWS, je vais aller décrire l'ensemble des bases de données qui sont accessibles dans mon compte. Je vois, ah, ok, effectivement, j'ai une instance de base de données de type RDS dans mon compte, c'est ce qu'il me ramène. Est-ce que cette base de données, elle est accessible ou pas sur Internet? Là, en fait, je peux voir ici là, que le port sur lequel est exposé, le service est exposé, c'est 5432. En fait, ce que je peux faire, c'est simplement lui demander, donne-moi les security groups, donc les règles de pare-feu en quelque sorte, là, qui sont en place, qui sont en vigueur dans ce compte, et dis-moi si elles sont accessibles, si ces règles permettent d'accéder au port 5432 depuis Internet. Là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Avec une commande, j'ai très rapidement, très facilement accès à la liste des ports qui sont exposés depuis quelle adresse IP. Je peux voir que j'ai un port 22 qui est exposé sur Internet, 00. Ça, c'est pas génial, ça, c'est pas super. Et je l'ai fait hier soir, donc j'étais un peu fatigué, c'est pour ça. Je vois que j'ai des ports 5432 qui sont exposés. Oui, il y a des règles qui permettent d'accéder au port 5432, mais uniquement depuis des adresses IP privées, donc pas depuis Internet. Donc là, plutôt que d'aller dans la console, je pourrais vous le montrer, c'est assez long d'aller dans la console et puis d'afficher chacun des security groups, d'aller regarder c'est quoi les ports qui sont exposés, etc. Ben, plutôt que d'aller donc perdre énormément de temps dans la console, en une commande, je vois tout de suite que le port 5432 n'est pas exposé sur Internet. Ça a beaucoup de valeur, d'autant plus quand vous avez une grosse taille d'environnement, vous avez besoin d'utiliser ce genre d'outils. Donc là, Jeff, ok, bonne nouvelle, je suis rassuré. Enfin, je suis rassuré. En tout cas, ma base de données, elle n'est pas exposée sur Internet. Maintenant, ce que je peux aller éventuellement vérifier, c'est ces adresses IP privées, là, je vois 10.0, 172. Est-ce qu'il y a une instance? Est-ce que c'est l'instance justement qui est sur l'architecture qui possède cette adresse IP? Sans doute, je vais le confirmer avec une autre commande. Effectivement, je vois que j'ai une instance qui tourne dans mon environnement sur 172, 31, 83, 48. J'ai prévenu Murphy, il ne devrait pas venir normalement. Vous voyez, tout fonctionne, c'est incroyable, c'est super. Bon, qu'est-ce qu'on apprend là? Jusque-là, tout va bien. On s'aperçoit que l'architecture telle qu'elle est présentée sur le papier semble être celle qui est implémentée dans l'environnement en live. Bon, le problème, c'est que ça ne m'explique pas comment mon secret dans la base de données s'est retrouvé sur Internet. Bon,
Donc là, j'en sais pas plus. Je sais juste que mon architecture théorique, elle est confirmée. C'est celle qui est en place. Pour votre information, des requêtes, on peut revenir sur la présentation, des requêtes comme ça, vous en avez plein déjà faites. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en ligne de commande. L'idéal, moi ce que je vous recommande, c'est de vous faire justement des petits fichiers comme ça, des petits shells déjà pré-programmés en quelque sorte, avec des requêtes que vous trouvez facilement sur Internet. Il y en a plein déjà tout faites. Donc, c'est cet environnement, il est confirmé. Comment, donc, j'ai pas de problème a priori tant que ça de configuration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je veux aller plus loin dans mon investigation, j'ai pas le choix, je vais devoir aller regarder dans les journaux, investiguer dans les journaux. Et là, j'en ai plusieurs à disposition dans AWS. Il y a 3 types, en quelque sorte, de journaux qui peuvent être intéressants dans une investigation de sécurité. Les journaux liés à la consommation d'AWS, donc vraiment liés à l'utilisation de l'API d'AWS. Ça, c'est ce qu'on appelle le service CloudTrail. Il y a les journaux liés à l'activité réseau, dans le réseau proprement dit de AWS. Donc c'est les VPC Flow Logs, les Load Balancers et puis les Route 53, c'est le service DNS, donc les logs DNS. Et puis enfin, j'ai les logs qui sont vraiment issus des serveurs proprement dit, des OS des serveurs, que je peux retrouver éventuellement dans CloudWatch si ça a été configuré. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des gens qui ont du workload dans AWS, qui utilisent l'info nuagique et AWS en particulier? Ouais, Franck? Bon, tu me diras après si tu as appris des choses utiles ou pas. Alors, nous, on a ces 3 types de journaux, normalement, qui sont disponibles. On va aller maintenant fouiller dans ces journaux, essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, comment ce secret a pu sortir de la base de données. On va notamment se focuser en particulier sur les journaux de type CloudTrail. Alors, CloudTrail, petit focus là-dessus. CloudTrail, c'est un service qui qui journalise à peu près tous les événements dans AWS. À peu près, pas tous. À la base, même si vous voulez que vous activez toutes les options de CloudTrail, il se trouve qu'il y a certains types d'événements qui ne sont pas journalisés. Déjà, il faut le savoir, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui est encore plus important à savoir, c'est que par défaut, quand vous ouvrez un nouveau compte dans AWS, vous avez 90 jours de log CloudTrail qui sont automatiquement disponibles dans la console CloudTrail, mais uniquement pour les événements, ce qu'on appelle au niveau du management plane. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des événements de type data, c'est-à-dire toute la consommation de données dans un bucket S3 par exemple. Ce genre d'événements, la consommation de données, on ne les voit pas, ils ne sont pas journalisés par défaut. C'est une option qu'il vous faut activer, que plein de clients ne connaissent pas. Ce qui fait que non seulement vous n'avez que 90 jours, ce qui n'est pas forcément parfait comme journalisation, comme stratégie, mais en plus, si vous n'avez pas changé les paramètres par défaut, non seulement vous avez 90 jours, mais vous n'avez aucune visibilité sur qui a consommé quelles données dans vos buckets S3 ou qui a lancé, qui a exécuté des lambdas, vous ne le voyez pas non plus. Ça. Donc là, c'est quand même quelque chose de super important à garder en mémoire parce que vous avez besoin de la visibilité. En cas d'incident, se préparer, la première chose, c'est mettez en place ce qu'il vous faut là, en termes de visibilité pour être prêt à réagir, pour avoir de l'information. À savoir que vous avez des solutions. Jeff, ce qu'il pourrait faire, en arrivant justement, je vous rappelle, c'est son premier jour, il pourrait très bien activer très rapidement, activer tous les journaux nécessaires avec juste un script. Là, je vous ai mis en fait les références de ce script. C'est super sympa. Vous le lancez dans un Cloud Shell sous AWS, ça prend 5 minutes et là, pouf, tous les journaux sont nécessaires, sont actifs. Donc, pourquoi ne pas le faire? Il y a des coûts, certes, faut quand même le savoir, mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi j'ai reposé ça? Alors, dans CloudTrail, il y a donc tout de même s'il n'y a pas tous les événements, il y en a quand même plein qui sont très intéressants, des événements. Et il y a notamment des événements qu'on va chercher à investiguer en priorité. Pourquoi? Parce que c'est ce type d'événement
qui sont généralement utilisés pour faire ce qu'on appelle du mouvement latéral. C'est-à-dire qu'une fois qu'un attaquant va se retrouver dans un environnement cloud, ou c'est le même principe qu'un environnement on-premise, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à explorer, forcément. Il va chercher à aller voir, OK, qu'est-ce qu'il y a de sympathique dans ce compte? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher comme données? Et pour ça, il va utiliser ce type de commande. Par exemple, describe instances, ça va lui donner quoi? Ça va lui donner la liste des instances qui sont présentes dans ce compte. Donc, la liste de cibles sur lesquelles il pourrait rebondir. List bucket, ça va lui donner la liste des buckets S3 qui sont disponibles dans ce compte. Évidemment, dans les buckets dans lesquels j'ai potentiellement de la donnée intéressante à exfiltrer. Donc, c'est vraiment ce type de commande que je vais chercher parce que c'est ça qui va me révéler, OK, là j'ai peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer d'explorer, qui est en train d'essayer de faire du mouvement latéral. Donc, si je reviens sur mon terminal, ça je peux je peux bien sûr le visualiser avec ce type de commande donc, qui vont me donner des résultats très détaillés. Vous allez voir à quoi ça ressemble une log CloudTrail. Par exemple, describe instance. Tac. Alors n'ayez pas peur, ça ne mord pas. Vous voyez, en fait, ce que je retrouve, c'est au début le descriptif de la log, le username Cédric, là en l'occurrence, le describe instance, donc l'action qui a été réalisée, j'ai évidemment le timestamp, la date, etc. Puis après, j'ai le contenu détaillé de cette trace, c'est là-dedans notamment que je retrouverai éventuellement un error code si jamais cette action n'a pas pu s'effectuer par problème d'accès, pour des questions de problème d'accès ou autre. Donc ça, avec une commande, je peux balayer rapidement qu'est-ce qui a été exécuté, enfin qui a exécuté des describe instances. Je vois encore un Cédric. Si je remonte, là je vois un truc intéressant. Ici, pour cette trace d'un describe instance, j'ai quelque chose de particulier. Est-ce que quelqu'un peut mettre le doigt dessus, a des suffisamment bons yeux pour le voir? Le username est bizarre, hein? Le username est sympa. Le username, il commence par i-. Vous savez qu'est-ce qui commence par i- dans AWS? Les instances. Donc, c'est un nom d'instance. C'est l'ID d'une instance, ce n'est pas un ID de user. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut savoir que dans l'info nuagique en général, on peut attribuer une identité certes à des users, mais aussi on peut attribuer un rôle et donc des permissions également aux instances, aux serveurs proprement dit. Ce qui permet à ces instances d'interagir avec son environnement dans lequel elle est déployée. Donc cette instance, elle va, par exemple, si vous lui donnez des permissions de lire les buckets, elle va être capable, les scripts qui seront installés, qui tourneront, ou les logiciels qui tourneront sur cette instance, auront les accès pour aller lire les buckets. C'est vachement intéressant d'un point de vue architecture, c'est vraiment très utile. D'un point de vue sécurité, ça amène quand même certaines réflexions. C'est-à-dire que si à votre instance, vous lui attribuez via un rôle des permissions administrateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui se connecte à cette instance, ou n'importe quel programme exécuté par cette instance, a des accès administrateurs dans votre compte. C'est pas forcément génial. Et puis là, vous voyez que là, pour le coup, cette action de describe instance, elle a été faite justement par une instance, depuis une instance. Citez-moi un scénario dans lequel une instance pourrait vouloir découvrir les autres instances. Moi, perso, j'en connais pas. Si j'en connais un, c'est du mouvement latéral. C'est que c'est quelqu'un qui est connecté sur cette instance, qui cherche à en connaître plus, à découvrir les autres serveurs qui sont déployés dans ce compte AWS. C'est l'exemple typique d'un début d'attaque. Quelque chose s'est passé. Donc là, Jeff, il voit ça. Ça pas bon ça. Quelqu'un qui a pris accès, qui a pris le contrôle de ce serveur visiblement et qui a commencé à faire du mouvement latéral. Si je veux confirmer ça, bon, alors je peux faire la même chose par rapport au list bucket, juste pour
vérifier qui a fait des actions de type listBucket. ListBucket, pardon. Murphy, va-t'en, voilà. Et je vois que mon instance, encore une fois, mon instance aussi a également fait du listBucket. Bon bah là c'est sûr, là une instance qui commence à lister les buckets S3, à essayer de découvrir les instances qui sont présentes, voilà j'ai un problème. Quelqu'un s'est connecté sur cette instance et a fait du mouvement latéral, c'est certain. Alors vous voyez, ces commandes-là qu'on exécute, c'est vrai qu'elles fournissent du stock. Là, on s'entend que ce n'est pas forcément super sexy, lisible. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des options, vous avez plusieurs façons de travailler la log dans AWS. Vous pouvez l'utiliser typiquement avec des options particulières qui vous permettent de rendre le résultat de façon beaucoup plus concis et tabulaire. Donc là, ça c'est directement dans les options de AWS CLI. Donc si, je vais vous montrer un exemple, si par exemple je fais un query actions, hop, là vous voyez j'ai fait la même commande qu'avant sur qui a fait du listBucket, sauf que c'est rendu de façon beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, rapide, et là je vois tout de suite, ok, il y a un user MacDuck, Cédric et mon instance. Donc ça, c'est une option native à AWS CLI où je peux utiliser, je peux en fait faire un pipe de ma commande AWS CLI vers GQ. GQ, c'est la petite anecdote, là je vous le dis, mais c'est un utilitaire que vous avez besoin de maîtriser si vous voulez parser du JSON et puis avoir filtré en fait des flows comme ça de données formatées en JSON de façon intelligente. Vous avez cet utilitaire GQ qui est vachement intéressant. Voilà, donc là, je sais que je vois que. Je vais refaire. Je vois que cette instance, elle est quand même bizarre. Si justement je récupère le nom de cette instance, je peux aussi faire une requête spécifique pour voir, ok, quelles sont les actions qui ont été initiées par cette instance à proprement parler. Puis là, je m'aperçois, oh, polaille. Alors cette instance. C'est quand même assez facile à lire, hein, vous remarquerez. Elle a fait des describe clusters, des describe DB instances, donc elle a été chercher aussi à valider quelles étaient les bases de données présentes dans l'environnement. Bon bref, vous voyez, elle a des listables, ça c'est DynamoDB. Bon, ça c'est, voilà, on a toutes les évidences là que cette instance a été utilisée comme un point pivot pour aller découvrir l'environnement AWS. C'est excitant, hein. Là, je veux dire, on y est, là. Jeff, là, on le voit, là, il est en train de toucher du doigt. Donc là, il sait que l'instance a été utilisée, a été compromise. En réalité, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données, là. Il nous manque des logs. Si on revient sur la présentation, avec justement ces traces qu'on a vues, les describe instances, etc., qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont des appels API dans AWS qui sont faits via une identité affectée à une instance ou affectée à un utilisateur comme MacDuck. Et que ça passe au travers de vos solutions de sécurité. D'après vos pare-feux, je veux dire, ce n'est pas les pare-feux qui vont bloquer des describe instances faits depuis, vous comprenez, parce que ça ne passe pas sur le réseau, ça passe par l'API d'AWS. Là, donc en gros, on est en train de découvrir, si on se focalise un peu plus sur le contenu des buckets, on est en train de découvrir que MacDuck a accédé à des buckets. Le C2 instance, on a vu, elle a fait des list buckets, elle a aussi fait travailler par rapport à ça. Et toutes ces actions se sont faites au niveau de l'API AWS, elles ne se font pas au niveau des serveurs. Donc, pour en fait, normalement, continuer notre investigation, on aurait besoin également des logs des serveurs. Mais c'est ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous mettre en avant, que je veux vraiment vous sensibiliser. Parce que j'ai souvent des débats, il y a quelque chose qui m'irrite énormément. Et puis là, je vide mon sac, je vous le dis. Est-ce que le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si c'était juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, vous auriez juste besoin des logs de vos serveurs et vous auriez juste besoin de déployer vos firewalls, vos IDR, vos solutions de sécurité que vous connaissez. Et ça serait correct.
Mais là, dans ce qu'on a vu, cette compromission de l'instance, enfin, cette utilisation de l'instance pour découvrir, faire du mouvement latéral, ce mouvement latéral passe complètement au travers des solutions de sécurité traditionnelles. Vous pourrez avoir les meilleurs firewalls du monde, vous pourrez avoir le meilleur IDR du monde installé sur vos serveurs, ça n'empêchera pas de faire un describe instance. Ça n'empêchera pas d'accéder aux informations détenues par AWS mises à disposition via l'API. Et ça se retrouve dans justement le framework MITRE. Il y a une section spécifique à la classification des menaces dans l'info nuagique. Et vous retrouvez en fait un ensemble d'actions qui sont vraiment propres à l'info nuagique et contre lesquelles vous ne pouvez pas vous protéger avec des solutions traditionnelles. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a deux niveaux d'investigation dans l'info nuagique. Oui, vous avez l'investigation traditionnelle au niveau des OS, etc., bien sûr, mais vous avez également besoin d'investiguer CloudTrail, ce genre de logs qui sont vraiment propres, issus du cloud provider, au niveau au niveau de la couche de gestion du cloud provider. Franck ? Je suis d'accord avec toi de vider ton sac là-dessus, mais je veux aussi quand même rajouter un truc. Moi, j'avais vidé un autre sac sur le cloud, c'est la problématique de quand on explique ce genre de choses, tu es obligé de préciser si tu es en black box, white box ou gray box. Et aujourd'hui, l'effet de buzz que les gens ont quand ton instance a été pris en compte, c'est que c'est quelqu'un qui est en white box au maximum ou en gray box pour avoir accès à cette instance. Parce qu'à l'extérieur, API ou co-API de trucs, à part évidemment que tu es open bar dans tout ton système, et là ce que j'espère pas, puisque vu ton scénario c'est pas le cas, ils se sont fait avoir en white box. Et c'est ça qui fait que ton système fonctionne. Alors, c'est là où je voudrais éventuellement... Merci. Ouais. La question de Frank, si on peut résumer pour les gens online, moi j'ai pas tout compris, je pourrais pas le faire. En fait, je pense, dis-moi si je me trompe, Franck, je pense que le point de Franck, c'est de dire, ouais, mais attention, ok, il y a les risques, mais au final, il fallait déjà avoir accès quand même à l'environnement info-nuagique pour faire ces actions, à moins d'être vraiment dans un mode catastrophique exposé sur Internet. Mais donc, c'est le concept de white box, là, il avait déjà accès à l'environnement pour faire ce genre de choses. Merci pour ce point, Franck. C'est trop gentil de me tendre la perche. Si on regarde les statistiques, parce que je sais que tu es un homme de statistiques, eh ben, il se trouve que si une estimation basse, qui est vraiment la plus basse que j'ai pu trouver, qui vient d'IBM, 15% des brèches dans l'info nuagique viennent directement, le vecteur d'attaque initial, c'est une exposition sur Internet par erreur de configuration. Donc 15%. C'est pas beaucoup encore, 15%, sauf que 68% des brèches sont reliées en fait ce qui pour moi est aussi de la misconfiguration, sont reliées à un problème de gestion des identités d'après Hermétique. Donc le problème, c'est que vous avez, comme je vous disais, l'identité c'est le super pouvoir qui bypass les firewalls. Si vos clés d'accès à votre info nuagique, elles sont dans un dépôt GitHub accessible sur Internet, eh ben vous venez de mettre à plat, et c'est arrivé encore, je disais ça dans cette semaine, un GitHub privé qui s'est retrouvé exposé et puis dans lequel il y avait plein de clés d'accès à AWS d'une grande entreprise, vous venez d'ouvrir le kimono et puis d'exposer toute votre infrastructure à n'importe qui se connecte, et ça bypass toutes vos solutions de sécurité traditionnelles. Parce qu'il y en a d'autres, des solutions de sécurité qui peuvent vous aider. Mais donc, oui et non, dans le sens où il y a quand même beaucoup de misconfiguration. C'est à la fois, il y a beaucoup de mécompréhension de gens qui exposent des services sur Internet, et puis il y a beaucoup de problèmes de ce qu'on appelle l'application du least privilege, donc de la saine gestion des privilèges. Beaucoup de gens qui ont effectivement, là pour le coup, on pourrait dire du grey box, c'est-à-dire un accès supposément réduit et contrôlé, mais il se trouve que comme c'est mal maîtrisé les permissions, en fait ils peuvent escalader leurs privilèges assez facilement, volontairement ou involontairement. Juste dans AWS,
j'ai plus le chiffre exact, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il y a environ, si je ne me trompe pas, de mémoire, il y a 16 techniques documentées et connues de privilege escalation dans AWS. Je peux vous en donner une, la plus connue. C'est pass role, la permission pass role, qui permet d'associer un rôle à par exemple, une instance ou un objet. Mais là, vous pouvez associer le rôle administrateur, par exemple, à une instance auquel vous pouvez vous connecter. Puis là, d'un coup, vous venez de devenir administrateur. C'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, cette complexité, on la retrouve par exemple dans un bucket S3. Bucket S3, tout le monde sait ce que c'est qu'un bucket S3? Le plus ancien objet dans AWS, le premier à avoir été mis commercialisé, je crois que c'était en 2008 ou 2006, je ne sais plus. C'est basique hein, dans un bucket S3, c'est un storage de fichiers. C'est pour mettre un fichier sur Internet à la OneCloud ou je ne sais pas quoi, là, OneDrive ou whatever. Ça paraît assez basique quand même. Là, vous savez, est-ce que quelqu'un veut se risquer à me donner le nombre de permissions qu'on peut configurer sur un bucket S3, qui sont liées au bucket S3? Parce que, et qui dit permission, dit en gros action, hein, forcément. Hein. Donc possiblement configurable sur un bucket S3. Qui dit 50? Plus, moins? Plus? 80? Une centaine? Plus? 128. 128 permissions configurables sur un bucket S3. Donc, c'est pour ça que les 15% sont une limite basse selon moi, parce que sont une statistique vraiment basse. C'est parce que là, c'est complexe. L'info nuagique, moi, je ne peux pas être plus enthousiaste par rapport à l'info nuagique. C'est mon pain et mon beurre, j'y crois, et puis je vois tous les bienfaits. Mais il y a une réalité, c'est que c'est énormément de configuration, c'est énormément de complexité. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut vraiment le prendre en compte. Donc là, effectivement, si on avait plus de temps, on irait en fait voir les buckets S3, le contenu des buckets S3, et on s'apercevrait qu'il y a justement une clé SSH, un certificat, qui était accessible à l'utilisateur MacDuck. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il avait fait des listes buckets, et qu'avec ce certificat, il a pu se connecter à l'instance, et que depuis l'instance, il a pu rebondir sur la base de données. Si on veut en fait voir un petit peu les détails, mais on va passer vite parce que c'est pas le plus évidemment c'est pas le plus intéressant, puis je pense que vous avez compris de toute façon. On peut encore une fois lister lister les permissions attachées au rôle, c'est pas ça que je voulais faire. Donc perm 1. Donc là, je peux par exemple vérifier c'est quoi le rôle attaché à mon instance. Ensuite, je vais aller voir c'est quoi les permissions attachées à ce rôle. Et puis là, je vais voir que mon instance, effectivement, elle a S3 étoile. Elle est administrateur S3, elle peut tout faire. Et ce qui est en soi une super mauvaise pratique et ce qui est en soi extrêmement courant et qu'on voit énormément dans nos assessments. Donc le least privilege, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas correctement fait de façon globale et sur lequel, moi, vraiment, là, je vous le dis, là, si vous devez en ressortir quelque chose de cette conférence, c'est le cloud, c'est quand même beaucoup de configurations. Il faut que je me concentre, il faut que je mette des moyens pour m'assurer que mes configurations sont efficaces. Et deux, c'est énormément de privilèges, de gestion d'accès, puis le over-privilege, ça mène à des brèches de données. Bon, donc vous me faites confiance, vous allez me croire sur parole parce qu'il me reste 6 minutes 30. Donc le résultat de l'investigation, c'est exactement ça. C'est MacDuck, il a en fait via un accès à Bucket S3, un Bucket S3 dans lequel il y avait la clé PEM pour se connecter à l'instance, il a pu se connecter à une instance et cette instance, elle avait beaucoup trop de privilèges et donc elle lui a permis d'accéder à un autre Bucket S3 auquel il n'avait pas accès en tant que MacDuck, mais en tant que l'instance, il avait accès à ce deuxième Bucket S3 et dans ce deuxième Bucket S3, il y avait en fait le secret pour se connecter à la base de données et extraire l'information sensible. Donc vous voyez, tout ça c'est un ensemble de circonstances liées à la configuration, liées aux privilèges. Je n'ai pas en fait réduit suffisamment mes privilèges et c'est ce qui m'a permis d'escalader mes droits et puis d'aller jusqu'à l'obtention d'un secret. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec des outils traditionnels? Pas grand-chose.
Là, en réalité, là, ça se passe, c'est une attaque qui se passe beaucoup au niveau des accès et puis des configurations AWS, pas tant au niveau des serveurs. Je n'ai pas exploité une vulnérabilité applicative sur mon serveur que j'aurais pu contrer avec un WAF. Je n'ai pas exploité une vulnérabilité OS qui aurait été bloquée par un IDR. J'ai vraiment juste utilisé ce que j'avais comme accès dans AWS pour aller jusqu'à l'obtention d'un secret, c'est tout. Donc ça, vos solutions traditionnelles, elles feront rien pour ça. Petit hint, en fait, ça c'est sympa ce genre d'investigation que je vous montre, mais c'est dans un compte avec une instance, c'est gentil, c'est réduit. La réalité, c'est que comme je vous disais, là, régulièrement vous allez avoir 50, 60, 200 comptes, puis là, c'est un peu plus compliqué et vous avez besoin d'outillage. Les deux premiers outils que je veux vous pointer du doigt, c'est des outils qui sont gratuits, qui sont open source, donc c'est pour ça que c'est vraiment, enfin gratuit, pas forcément open source d'ailleurs, mais c'est vraiment intéressant à connaître. PMapper, c'est un super outil pour la gestion des permissions. Ça vous met en avant tous les droits administrateurs qui sont dans votre environnement, mais ça vous met aussi en avant tous ceux qui peuvent devenir administrateurs, justement en faisant de la privilege escalation. Et ça peut vous répondre à des questions comme qui c'est qui peut lire un fichier dans tel bucket. Ça, je vous assure que dans un gros environnement complexe, c'est pas évident de répondre à cette question. Lui, il le fait pour vous, c'est rapide, c'est efficace. Un autre outil qui est vachement intéressant aussi à connaître, c'est SteamPipe. SteamPipe commence à être assez connu, là, mais en tout cas, je vous encourage à le regarder. C'est ce qui vous permet d'interroger votre environnement via du SQL. Donc pour tous les fans du langage SQL, c'est vrai que c'est pratique. Vous pouvez interroger donc, votre liste d'objets et puis toutes vos configurations via des requêtes SQL. Ça vient apporter un petit peu de vélocité. Alors, maintenant les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire là qui aurait pu éviter d'avoir autant de problèmes? Le premier grand concept, c'est le concept de la landing zone. La landing zone, c'est quoi? C'est la fondation. La fondation de votre environnement cloud sur lequel vous allez déployer vos charges de travail. C'est comme le principe d'une maison. Quand vous construisez une maison, est-ce que vous attaquez directement le premier mur? Allez, marteau, clou, on y va, on construit le premier mur. Non, ce que vous faites, c'est un plan. C'est la première chose que vous faites. Vous commencez par avoir un plan, quelque chose qui fasse du sens. Et puis ensuite, vous implantez vos différentes solutions. C'est pareil, la landing zone, c'est un plan où on va organiser en fait notre network, notre sécurité. On va organiser comment on va gérer le cost. Et puis ensuite, vous allez le déployer avec des accélérateurs qui sont disponibles. AWS et Azure, c'est exactement la même chose. Ils ont les deux, enfin c'est avec des objets un peu différents, mais vous retrouvez le même concept de landing zone. Google arrive aussi dans ce concept-là. C'est vraiment la première chose à faire. Et puis souvent, on me dit « Ouais, mais non, parce que moi, je commence. » Non, j'ai pas beaucoup de serveurs, c'est correct. J'ai pas besoin d'un truc compliqué, là. Non. Ouais, mais c'est pas quand tu auras 200 serveurs que tu vas tout péter pour faire une landing zone. C'est justement quand tu commences ta migration qu'il faut faire une landing zone. C'est avant de commencer ta migration. Commence par ça, pose ta fondation, et puis après, tu vas migrer tranquillement tes serveurs. Donc, c'est tout simplement une organisation du travail. Dans cette organisation du travail, ce qui est un petit peu induit par la landing zone, c'est quoi? C'est la segmentation de votre charge de travail. Je vous ai parlé du fait qu'on voyait beaucoup de comptes dans AWS. On voit régulièrement ces 50, 100, 150 comptes. Pourquoi? Simplement pour le blast radius. C'est pas plus compliqué. Ça ne vous coûte pas plus cher d'avoir un autre compte AWS. Vous pouvez tout mettre dans un seul compte si vous voulez. Il n'y a rien qui vous en empêche. Le problème, c'est que si vous mettez tout dans un seul compte et que vous avez un accès administrateur qui est compromis, comme vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré, ça bypass toutes vos défenses. Puis là, c'est tout votre workload qui est compromis. Donc ça, vous ne voulez pas ça. C'est pour ça que vous segmentez par contre pour limiter le blast radius. Puis en plus, ça a un autre intérêt, c'est que ça vous donne une idée du cost qui est beaucoup plus isolé. Vous êtes capable de dire tel système, il coûte tant parce que c'est le coût de ce compte AWS là en particulier. Ça fait du sens. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vous avez deux façons, en gros, de gérer des utilisateurs dans AWS. Vous pouvez créer des accès dans une console qui s'appelle YAM, Identity and Access Management. Puis ça vous permet d'avoir des clés d'accès pour se connecter en ligne de commande, comme j'ai fait la démonstration aujourd'hui. Le problème, c'est que ces clés-là, c'est des clés qui sont considérées comme permanentes. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas les révoquer, elles resteront valables.
Et puis, c'est quand même un petit peu embêtant parce que c'est des clés en clair, c'est un fichier texte que j'ai sur mon ordinateur. N'importe qui a accès à mon ordinateur, je viens de lui donner accès à mon compte AWS. C'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, vous avez des campagnes d'outils, là, justement, malicieux, qui, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils checkent justement s'il y a des clés AWS disponibles sur le poste et qu'ils les extraient. Ça, c'est du pain béni. Pour un attaquant, c'est génial. Donc, on ne veut pas ça. C'est le mal, c'est le diable. Interdisez les user-YAM. En fait, les user-YAM sont juste aujourd'hui plus utiles que dans certains cas très spécifiques, souvent liés à des solutions tierces qui ont besoin de travailler de compte, puis qui ne sont pas très modernes, qui ne sont pas hébergés dans AWS, donc ont besoin des users traditionnels. Sinon, vous allez utiliser des users, ce qu'on appelle les users via des rôles, en fait, notamment via le SSO, par exemple, linkés à votre Active Directory, à votre Azure AD. Et puis ça, c'est des users avec lesquels vous pouvez avoir des clés, mais qui sont temporaires, qui vont expirer au bout d'une heure. Puis avec des outils comme Leap, ça se renouvelle, c'est correct, mais l'avantage, c'est que c'est lié à votre MFA qu'il y a dans Azure AD. Donc vous avez vraiment une vraie protection. Vous ne pouvez pas juste piquer une clé et puis l'utiliser ad vitam aeternam. Appliquer les bonnes pratiques de configuration, c'est tellement évident. Je vais tellement défoncer le temps, là, ça va être génial. Bah oui, je vous l'ai expliqué, là, je vous l'ai dit, les misconfigurations, 15%, vecteur d'attaque initial, c'est juste des problèmes de configuration. Donc la première chose, c'est qu'on va appliquer un benchmark, enfin un framework de recommandations. Vous en avez plein disponibles, vous avez du CIS, du PCI, les AWS Best Practices. Vous choisissez votre framework, mais en fait, vous en choisissez un, et puis vous y tenez, et puis vous collez le plus possible. Puis ça, c'est un travail continu. Ce n'est pas comme la landing zone. La landing zone, ce que je vous ai dit, c'est la fondation. Vous le faites une fois au début, normalement, avant de commencer à migrer votre workload. Mais ensuite, les bonnes pratiques de configuration, il ne faut pas croire que c'est fini, là. Après, ça ne fait que commencer, parce qu'en fait, vos développeurs, ils vont sans arrêt vous créer des nouveaux objets dans AWS. C'est normal, c'est le but. C'est de leur donner de la vélocité, de leur donner de la facilité. Donc, ça va être sans arrêt des nouvelles configurations. Donc, ça va être sans arrêt un travail d'entretien des configurations et d'optimisation. Ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé en général par les entreprises qui débutent leur journey to the cloud. Il faut vraiment mettre des moyens pour suivre ces configurations. Isoler les instances impliquées en cas de doute et investiguer, se préparer à l'incident. On a entendu ça, c'était le point numéro 2, je crois. Se préparer à l'incident, c'est quoi? C'est mettre en place des outillages qui font que je ne vais pas devoir cliquer dans 3, 4, 5, 6 interfaces dans ma console, me faire perdre du temps, mais je vais avoir des solutions automatisées, basées, par exemple, celle-ci en est un exemple. J'ai juste à appliquer un tag sur une instance et automatiquement, ça va isoler, ça va prendre un snapshot, ça va envoyer le snapshot dans un compte dédié au forensic, ça va envoyer un Slack pour notifier attention incident. Tout ce genre d'actions, je peux les préprogrammer. Et je dois les préprogrammer. La magie du cloud, c'est que vous avez une API pour tout. Vous pouvez tout automatiser. Mais si vous ne le faites pas, ils ne vont pas le faire pour vous. C'est à vous de vous préparer à l'avance, de préparer votre tooling. Vous voyez, moi, par exemple, les exemples que je vous ai donnés, je n'ai pas tapé mes commandes, je les avais déjà enregistrés, j'ai déjà des petits scripts qui sont prêts. Ces scripts, vous devez les avoir. Préparez-vous, préparez votre boîte à outils, là, en fait. C'est un peu ça le message. Donc, les enseignements, normalement, vous ne devriez rien apprendre, si j'ai bien fait ma job avant. Alors, ce que je vais vous dire, l'identité, c'est un risque majeur. Vous devez gérer votre identité dans le sens du monde dans l'info nuagique. Et vous devez adopter des principes d'architecture qui sont adaptés justement à cet environnement. Le Well Architected Framework, c'est le document de référence dans AWS. C'est drôle parce que dans Azure, ça s'appelle le Well Architected Framework aussi. Donc, c'est pas très facile, c'est le même nom, c'est le même document et ça se ressemble beaucoup. Microsoft a ajouté une dimension endpoint que n'a pas AWS. Qui est intéressante, mais on retrouve les mêmes designs, les mêmes façons de penser. On n'expose pas sur Internet nos instances, c'est un exemple. Vous ne devez pas avoir d'IP public. Ça fait du sens dans d'autres circonstances, mais dans le cloud, non. On protège tout derrière des load balancers, derrière des services gérés où on n'aura pas de vulnérabilité à patcher. On va favoriser les contrôles de prévention à ceux de détection. Ça, c'est vraiment un feedback issu de mon expérience. La réalité, c'est quand vous avez 200 comptes AWS, si vous vous contentez de mettre des contrôles de détection, c'est nice, là, mais autant vous dire que votre SOC, il ne va pas vous aimer pantoute. Là. Puis il ne va pas vous aimer parce que lui, là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de milliers d'alertes qui disent qu'il y a tel objet qui est mal configuré.
Je veux dire, c'est pas un travail de SOC. C'est long, c'est compliqué à gérer ce genre d'alerte. Donc oui, c'est bien, il faut avoir des contrôles de détection. Mais ce qu'il faut surtout, c'est une fois qu'on a une détection, c'est aussitôt mettre en place un contrôle de prévention pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Si on ne peut pas bloquer, si on ne peut pas mettre de contrôle de prévention parce qu'il y a des exceptions, on vit malheureusement dans un monde d'exceptions, ben, on peut dans ce cas-là faire de la remédiation automatique en mettant en fait une variable qui est souvent la notion de tag. Vous savez que dans l'info nuagique, on peut associer des tags à peu près tout et n'importe quoi. Cette notion de tag, elle est très sous-évaluée. En fait, c'est un composant essentiel de votre politique de sécurité. Le bucket S3, c'est un bon exemple. Le bucket S3, il ne devrait pas être exposé sur Internet publiquement, en général. C'est souvent, on a plein de brèches de données qui sont liées à des gens qui exposent des buckets S3. Il faut le vouloir. Hein. Aujourd'hui, là, pour exposer, il faut vraiment. Vous avez 40 milliards de messages d'avertissement. Il faut vraiment. Ah non, je veux exposer par erreur mon bucket S3. Ouais, c'est cool. Mais bon, ça arrive encore. Donc, comme quoi, je peux avoir un automatisme qui, justement, détecte, me lance une alerte, bucket S3 public. Mais la réalité, c'est que des fois, c'est correct. Donc, je pourrais faire une remédiation qui va automatiquement me le basculer privé. Sauf que, puis là, retour d'expérience, quand je l'ai fait, le problème, c'est que notre site web, il était hébergé sur un bucket S3 public. Donc là, automatiquement, on a perdu notre site web. Bah ouais. Donc ça, là, ah merde, ouais, ok, il y a des cas où ça ne s'applique pas. Il y a des exceptions. Et bien là, il suffit de mettre un tag, tout simplement, de gérer votre exception avec un tag. C'est-à-dire que quand je vais vouloir exposer un bucket public, je vais vraiment le vouloir parce que je vais devoir appliquer un tag confidentialité publique. Et mon mécanisme de remédiation automatique, s'il voit ce tag-là, ok, c'est une exception, je ne vais pas le prendre en compte. Donc là, on vient de tuer le scénario de l'erreur de configuration par inadvertance. Il faut vraiment que je veuille qu'il soit public parce qu'il faut que je le stipule dans un tag pour qu'il ne soit pas automatiquement bloqué. Ça, c'est un très bon exemple. L'identité, j'en ai parlé, y a plein de statistiques. Et puis, c'est un peu le mot de la fin. Je vous ai dit que ce genre d'erreur de misconfiguration et puis tout ce qui est over-privilege, ça va passer au travers de vos solutions traditionnelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions spécialisées qui existent. Ce n'est pas encore suffisamment connu, je pense. C'est des solutions qu'on parle de CSPM, acronyme, je pense à toi. Allez, vas-y, je t'en balance une petite coupe là. CSPM, CWPP, CIEM, et tout ça, ça peut se retrouver en ce qu'on appelle les CNAP, CNAAPP, qui regroupent le tout. Et puis ça, c'est des solutions, en plus c'est des nouveaux noms, c'est souvent des solutions assez jeunes sur le marché qui ne sont pas forcément bien connues. Des Lesswork, des Hermetic, c'est des solutions qui sont hyper intéressantes. En termes de CNAP, vous avez Wiz en ce moment qui est en train de tout défoncer, qui est une solution incroyable. Même Microsoft, de façon assez amusante, Microsoft peut vous aider également là-dedans. C'est-à-dire que Microsoft peut vous aider à surveiller votre workload AWS avec Defender for Cloud. Puis Palo Alto, Prisma Cloud, c'est ce genre de solution. Prisma Cloud de Palo Alto, c'est également un CSPM, CWPP. Donc vous avez des solutions qui existent, mais si vous ne les achetez pas, si vous ne vous intéressez pas à ces solutions, tout ce qu'on a vu, les risques liés à la configuration, à l'identité, toute l'attaque qu'on a vue, vous pourrez l'avoir demain, ça passera inaperçu. Personne ne s'en rendra compte. Quand vous aurez les conséquences. Donc en conclusion, appliquez les bonnes pratiques du fournisseur, favorisez les contrôles de prévention à ceux de détection, et s'il vous plaît, équipez-vous de solutions qui sont adaptées à l'info nuagique, parce que l'info nuagique, ce n'est pas juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On a une question en ligne. Qui s'en vient. Donc, vous n'allez pas dans les journaux Guard Duty si le client a le service. Si. Alors, ce n'est pas vraiment des journaux, là, pour le coup. On parle plus d'alerte. Guard Duty, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler, acronyme, l'IDS de AWS, l'intrusion détection système. C'est un système qui n'est pas en mode de protection, il est vraiment en mode juste de détection.
il va analyser en fait justement les journaux de CloudTrail, les journaux de type réseau, VPC, Flowlogs, etc. Automatiquement, vous n'avez rien à faire, c'est génial, c'est un one-click. Et puis, il va vous lever des alertes. Donc, il va être capable de vous dire si par exemple votre instance elle communique avec un serveur CNC. Là, en général, c'est qu'on a un problème, un command and control, c'est que notre instance elle est possédée dans un réseau de bots. Donc, c'est ce genre d'alerte qu'on va être capable de recevoir de la part de GuardDuty. Donc oui, j'en avais pas parlé. Dans une précédente version de cette présentation, je faisais un focus sur GuardDuty. Là, je sentais bien que j'allais défoncer le temps, donc je l'ai enlevé. Mais GuardDuty, c'est un no-brainer en fait. C'est comme quand vous commencez votre journée to AWS, la première chose, vous activez GuardDuty, cherchez pas à comprendre, faites-le. Ça coûte pas cher, c'est facile. Puis quand vous allez commencer à grandir, vous allez commencer à avoir plus d'activités. Ok, là, il va être temps de réfléchir, est-ce que c'est toujours satisfaisant pour mes besoins ou est-ce que je vais aller chercher une solution tierce? Mais Day One, c'est une super solution. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, merci. On est collègues. Donc, je me pose quand même la question, tu sais, moi je suis chanceux, on a un Cédric Thibault, mais tu parlais de landing zone, là, c'est quand même pas si simple que ça. C'est pas, est-ce que c'est dangereux selon toi de laisser des gens définir des landing zones sans qu'il y ait peut-être je pense aux gens de mon équipe, là, des connaissances? Comment tu vois ça? C'est-tu compliqué ou ça se fait bien? Oui et non. Alors déjà, premièrement, les landing zones, ce n'est pas un concept abstrait. C'est un concept qui est documenté par le fournisseur, justement. Donc, la landing zone AWS, elle est documentée par Amazon. La landing zone Azure, elle est documentée par Microsoft. Donc, on peut le retrouver. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, vous n'avez pas besoin d'un ultra senior spécialiste pour lire une documentation en libre accès et puis appliquer ce que vous lisez dans la documentation. Ce qui est le côté non, pour aller dans ton sens plutôt, c'est qu'effectivement, dans la landing zone, vous avez beaucoup de choses. Vous avez du network, vous avez de la sécurité, vous avez du cost, vous avez... puis au niveau du network, c'est assez intense parfois au niveau des firewalls, des schémas des architectures de firewall, etc. Ce qui fait que la réalité, c'est que si vous êtes au début, ce qui normalement devrait être le cas, si vous êtes au début de votre journée to the cloud, vous n'allez pas encore avoir le retour d'expérience pour comprendre ce que vous allez déployer avec la landing zone. Or, vous avez plusieurs options dans la landing zone. Vous avez des landing zones type PME, vous avez des landing zones type entreprise avec beaucoup plus de composants. Puis moi, si je suis, avec toute la bonne volonté du monde, si je suis un analyste dans une entreprise qui débute ma journée to the cloud, je vais être capable de lire la documentation, mais capable de dire est-ce que c'est vraiment utile dans ma situation ou pas, ça c'est beaucoup plus compliqué. Puis ça nécessite de l'expérience pour comprendre qu'est-ce qui est prioritaire déjà dans cette landing zone, qu'est-ce qu'on doit déployer en premier, quels vont être les impacts de cette landing zone sur vos processus de déploiement de workload par exemple. Parce qu'il y a plein d'impacts ensuite qui vont venir vous structurer un petit peu dans la façon ensuite de consommer l'info nuagique. Donc, c'est tout à fait possible. Puis je vous invite à aller voir de toute façon la documentation qui est disponible, qui est vraiment bonne. Mais c'est vrai que si vous allez voir cette documentation, vous allez aussi vous rendre compte que c'est pas fait pour un niveau 100, on va dire dans AWS, c'est par niveau là. C'est plus niveau 300 là, les landing zones. C'est quand même assez complexe. Est-ce que nous avons d'autres questions? Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup.